Le premier Grand Prix de la saison est terminé, Grand Prix de Bahreïn officiellement fait et on a donc déjà nos premières indications sur la saison 2024. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé du coup durant cette première manche de la saison. Ce sera une vidéo que vous retrouverez tous les lendemains de Grand Prix, le récap, donc n'hésitez pas à vous abonner. Le but c'est de revenir sur ce qui s'est passé durant le week-end, parler un petit peu des moments clés de la course, donc faire le récap du Grand Prix et bien sûr on verra donc le classement, on fera le classement pilote, constructeur et je donnerai ma note à chaque fin de Grand Prix. N'hésitez pas, vous, à la donner dans la description. Il y aura un lien pour voter. Vous pourrez donner votre note et à chaque vidéo, je reviendrai du coup sur la note du Grand Prix précédent. N'hésitez pas dans les commentaires, vous, à me donner votre avis sur cette vidéo et ce qui s'est passé durant le Grand Prix. Le but de ce genre de vidéo, vraiment, c'est de débattre un petit peu et d'avoir vos avis sur les week-ends de course. Et sans plus tarder, on va donc commencer avec la première course de la saison, le Grand Prix de Bahreïn. Bon, le week-end a commencé déjà avec un petit peu de drama autour de l'écurie Red Bull et de Christian Horner. Vous le savez, il y avait une enquête en interne sur un potentiel comportement transgressif envers une employée. Christian Horner a été blanchi de cette enquête. Malheureusement pour lui, l'enquête est légèrement revenue au goût du jour avec des potentiels leaks de preuves dans le paddock. Je vais pas m'attarder là-dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo peut-être pour comprendre exactement ce qui se passe chez Red Bull et avoir plus de détails réellement sur ce qui s'est passé au cours de cette enquête. Mais voilà, on a vu Christian Horner aux côtés de sa femme le dimanche. L'enquête n'a pas été réouverte. Les positions n'ont pas réellement changé. À noter qu'au moment où je tourne cette vidéo, Jos Verstappen a eu des déclarations dans la presse quand même assez fortes au sujet de Christian Horner, expliquant que c'était à son tour maintenant de quitter l'écurie et qu'il devait prendre cette décision parce qu'il allait faire plus de mal qu'autre chose à l'écurie en restant. Et il commence à y avoir pas mal de questions qui se posent autour de la relation entre Jos Verstappen et Christian Horner. Donc là-dessus, je pense que la saga n'est pas terminée honnêtement et on va en entendre parler encore pendant les prochains Grands Prix, mais pour l'instant, l'affaire est close et il n'y a pas de rouverture d'enquête ou quoi que ce soit. On va passer du côté sportif et donc forcément, première course de l'année, on s'attendait tous à voir justement les performances des voitures et en qualification, on n'a pas été déçus. Si vous avez suivi la séance de qualification donc vendredi, car oui, le premier Grand Prix de la saison était décalé, ce sera pareil à Jeddah, ne l'oubliez pas, la course aura lieu le samedi, les qualifs le vendredi. Les qualifications étaient pépites. Honnêtement, 20 voitures en 1 seconde en Q1, seulement Gasly à quelques millièmes de la seconde. Enfin bref, c'était ultra serré en Q1. Le passage en Q1 et en Q2 se jouait à chaque fois pour quelques dixièmes, voire millièmes ou centièmes de seconde. Donc c'était ultra serré. Et puis la Q3, on se retrouve quand même avec 9 pilotes en une demi-seconde, sachant que Verstappen a donc pris la pole position pour 2 dixièmes, ce qui veut dire qu'on avait 8 pilotes en 3 dixièmes. C'est extrêmement serré. La moindre erreur peut vous coûter 5 voire peut-être même 6 places et au contraire justement si vous êtes capable de faire la différence sur un tour, vous pouvez très vite vous retrouver aux avant-postes de la grille. Donc franchement, je pense que les qualifs cette année vont être exceptionnels et on risque d'avoir pas mal de surprises en qualification. Bon, à part ça, pas de grosses informations pour ce premier Grand Prix de la saison, un week-end plutôt calme et on arrive donc directement au récap de la course. On va parler de ce qui s'est passé, on va revenir un petit peu sur quelques sujets que j'ai choisis durant ce Grand Prix, quelques points qui m'ont soit un petit peu déçu, soit un petit peu intrigué. Le premier temps fort de ce Grand Prix, forcément, c'est le premier virage. Départ de la course, Max Verstappen, Charles Leclerc en première ligne, tout se passe bien. Charles Leclerc n'arrive pas à passer sur Max Verstappen, très belle défense du champion du monde. Et derrière, on a un accrochage. Lance Stroll vient se faire percuter par Nico Hülkenberg. Valtteri Bottas, malheureusement, est un petit peu pris aussi dans l'accrochage et va casser son aileron avant. C'est dommage pour Nico Hülkenberg qui partait 10e. La Haas qui était normalement censée être la pire voiture de cette année 2024, il avait réussi à la mettre dans le top 10 en qualification et là dès le premier virage tous ses efforts sont réduits à néant, obligé de rentrer au stand, changer d'aileron et donc forcément ça a totalement ruiné sa course. On n'a pas eu de safety car derrière pour qu'il puisse remonter, donc c'est vraiment dommage pour Nico Hülkenberg. À noter quand même que du coup Lance Stroll qui partait 12e et qui avait fait un très bon départ se retrouve donc en tête à queue au virage 1 sans dégâts mais repart quand même dernier et finit dans les points. Il faut quand même le souligner, très bonne course de Lance Stroll. On va parler d'Aston Martin un peu plus tard dans la vidéo, mais il faut quand même souligner la très belle performance du coup de Lance Stroll qui a fait une très belle remontada durant ce Grand Prix. Bon, on va pas se mentir, le Grand Prix de Bahreïn a été quand même une course assez plate. On n'a pas eu beaucoup d'action, on n'a pas eu beaucoup de rebondissements non plus durant le Grand Prix, mais la première partie de la course a été marquée par une voiture rouge et un pilote monégasque, Charles Leclerc, qui a enchaîné les blocages de roues. Alors énormément de blocages, un tour sur deux, Charles Leclerc bloquait la roue soit au virage 1,
soit au virage 10. Alors au début, on était en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des erreurs? Est-ce qu'il y a un problème qu'on comprend pas réellement? Leclerc, pourtant, fait pas ce genre d'erreur très souvent. On a appris que Ferrari avait donc changé le déflecteur avant gauche de la monoplace de Charles Leclerc sur la grille et malheureusement, ce changement a totalement ruiné la course de Charles Leclerc. Le frein avant gauche était 100 degrés plus chaud que le frein avant droit, ce qui crée déjà un inconfort. Très clairement, c'est pas confortable de rouler avec des freins qui n'ont pas la même température. De deux, forcément, ça provoque des blocages de roues parce que votre frein est plus chaud et donc bloque plus facilement. Et de 3, la voiture de Charles Leclerc au freinage penchait vers la droite. Donc clairement, c'était la pire situation pour Charles Leclerc. C'est pas quelque chose que tu peux régler malheureusement, tu peux pas rentrer au stand et changer le déflecteur ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'était une galère pendant toute la course pour Charles Leclerc. Pour vous donner une idée, en moyenne, les pilotes de Formule 1 roulent avec une brake balance, donc c'est-à-dire la balance de frein avec environ 55% à l'avant. On a toujours plus de la moitié de la balance sur l'avant. Charles Leclerc a dû passer le Grand Prix de Bahreïn avec une balance à 41% sur l'avant, c'est-à-dire que la plupart de la répartition du freinage était sur l'arrière de sa voiture, donc clairement, c'est pas quelque chose de logique. Il a dû, entre guillemets, sauver les meubles pendant ce Grand Prix de Bahreïn. Ce que je retiens quand même, c'est que la Ferrari avait l'air d'avoir un très bon rythme, en tout cas un gros potentiel quand on voit la course de Sainz, honnêtement incroyable. Réussi à passer Russell, réussi à remonter, donc doubler Leclerc bien évidemment, et ensuite tenir Perez, quasiment aller le chercher à 3-4 secondes sur la fin de course. Franchement, je me dis que si Leclerc n'avait pas eu ces problèmes, peut-être qu'on aurait pu avoir une bataille pour la deuxième position. Peut-être que Leclerc aurait pu s'accrocher aux côtés de Sergio Pérez et Carlos Sainz. Charles Leclerc a dit que l'avance que Verstappen a eue lors de ce Grand Prix n'était clairement pas la vraie avance de Red Bull sur Ferrari et qu'aujourd'hui, l'avance de Verstappen n'était que le résultat des problèmes en fait que Charles Leclerc avait pu avoir pendant ce Grand Prix. Félicitations quand même à Carlos Sainz qui a fait une très très belle course et qui commence la saison, on va dire, de la plus belle des façons en finissant sur le podium quand même. Donc c'est une belle performance pour lui, mais un petit peu déçu quand même d'avoir cette opportunité ratée du côté de chez Ferrari et de Charles Leclerc. On l'a vu, Leclerc était extrêmement frustré après la course. En parlant de problèmes, on peut continuer avec une deuxième équipe qui nous a peut-être un petit peu déçu aussi, c'est Mercedes. Mercedes, normalement, qui devait avoir le rythme de Ferrari, qui pouvait potentiellement aller chercher Red Bull sur un rythme de course. Bah là, Mercedes, c'est clairement la grosse déception à cause de problèmes de fiabilité. En effet, Mercedes avait opté pour une configuration de refroidissement assez légère au vu des faibles températures à Bahreïn, et il s'avère que le samedi, les températures sont très vite montées pour la course, ce qui a causé des problèmes tout simplement moteurs pour les deux voitures. George Russell de son côté a eu des problèmes de refroidissement sur le moteur ainsi que des problèmes d'overtake button, donc c'est-à-dire le bouton dépassement pour pouvoir attaquer sur un tour. Et de son côté, Lewis Hamilton a eu des problèmes de batterie très tôt dans le Grand Prix, ce qui l'a empêché de revenir sur les McLaren et ce qui l'a un petit peu laissé dans ce qu'on appelle un no man's land. Il était tout seul à 4 secondes des McLaren, d'Alonso, etc. Et en plus de ça, Lewis Hamilton a cassé son siège sur un freinage au virage 1. Le baquet s'est tout simplement fissuré. Il s'est retrouvé avec une partie des fesses en l'air qui ne touchait plus son baquet. Donc forcément, je pense que c'est vraiment une course catastrophique pour Mercedes qui nous avait beaucoup promis. On s'attendait à un bon rythme de la part des deux voitures. Et là, de voir que et George Russell et Lewis Hamilton n'ont pas été capables d'attaquer, n'ont pas été capables de tenir le rythme des Ferrari ou même des Red Bull, c'est un petit peu décevant. Alors même s'il y a eu des problèmes de fiabilité pour Mercedes, et de façon globale, on va dire pour les moteurs Mercedes, parce que du côté d'Albon chez Williams, on rappelle moteur Mercedes, là aussi on a eu des problèmes de température. Pendant toute la course, il y avait un écran rouge avec marqué voiture trop chaude. Donc apparemment, le moteur Mercedes a un petit peu souffert à Bahreïn. Néanmoins, je reste quand même assez positif pour Mercedes, même si là c'est une grosse contre-performance. Le rythme, je pense, sans ces problèmes, peut être bien meilleur et je suis quasi persuadé que Mercedes, honnêtement, peut s'accrocher avec Ferrari, a clairement le rythme de la Scuderia et pourquoi pas peut-être venir titiller Red Bull sur certains circuits. Donc là, c'est plus de la déception, je pense, que de l'inquiétude du côté de Mercedes. Forcément, voir Hamilton partir 9e, ça fait un petit peu mal. Voir Hamilton avoir du mal à rattraper les McLaren, c'est un petit peu frustrant. Russell, pareil, qui faisait un bon début de course, qui d'un seul coup s'est fait doubler par Perez, se fait doubler par Carlos Sainz. Ça peut être décevant, mais pour les fans de Mercedes, vraiment, soyez rassurés, je pense que dans les prochaines courses, on va voir le vrai rythme de la Mercedes et que malheureusement, Bahreïn était tout simplement un faux départ. Bon, du coup, vous le savez, je pense que je vous spoil pas, Max Verstappen a gagné la course. Ça aussi, il faut en parler très clairement, la domination de Max Verstappen ce week-end. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'honnêtement, malgré l'écart qu'il y a eu entre Verstappen et Perez, malgré la domination de Red Bull sur ce week-end, j'ai toujours cette sensation que la Red Bull est plus facilement battable qu'elle l'était en 2023. Verstappen a donc gagné la course avec 22 secondes d'avance. C'est le plus grand écart qu'il y ait entre le vainqueur et le deuxième à Bahreïn dans l'histoire du Grand Prix en 20 ans. Personne n'avait fait mieux. Mais en fait, moi, ce qui me titille, c'est que ce soit en qualification ou en course, on a l'impression que Red Bull est presque surpris, entre guillemets,
du bon fonctionnement de sa voiture. En qualification, on a entendu à la radio GP lui dire « Tu vois que je t'avais dit que ce serait suffisant », donc Verstappen était un petit peu dans le doute. Pareil en course, on a entendu Verstappen dire qu'il s'attendait pas du tout à avoir un aussi bon rythme. Et je tiens encore une fois à remettre en avant le fait que Charles Leclerc a eu des problèmes, que Lewis Hamilton est parti 9e et a eu des problèmes, que George Russell a eu des problèmes, que la McLaren n'est pas encore totalement développée. Vous voyez, j'ai cet espoir, peut-être que je suis délusionnel, mais j'ai toujours cette impression que ça va revenir. Je pense que derrière, ça va rattraper Red Bull. Bien évidemment, Red Bull va aussi développer sa voiture et prendre de l'avance, mais j'ai cette sensation que Red Bull est quand même moins solide qu'en 2023. Moi, il y a une chose qui me terrifie, néanmoins, suite à ce Grand Prix de Bahreïn, c'est comment Red Bull, avec un tout nouveau concept, une nouvelle philosophie aérodynamique, une nouvelle voiture, des nouvelles pièces, vraiment comment Red Bull peut avoir autant d'avance sur les autres équipes qui continuent leur développement. Je trouve ça exceptionnel que l'équipe ait répondu une toute nouvelle voiture et qu'elle ait tout autant d'avance que l'année dernière. Honnêtement, il faut féliciter Red Bull et il faut féliciter Adrian Newey et ses ingénieurs parce que là, c'est clairement exceptionnel. Le travail, l'avance qu'a Red Bull d'un point de vue performance, je ne comprends pas comment c'est possible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. La voiture colle au bitume, comme on dit, la vitesse de pointe de la RB20 est très très bonne. C'était quasiment la meilleure du coup à Bahreïn. Encore une fois, je ne vois pas de points négatifs sur cette RB20 et du coup, faut se dire que Verstappen est bien parti potentiellement pour remporter un 4e titre de champion du monde. Il va falloir s'y faire, malheureusement, c'est inévitable. Bon, j'ai déjà parlé de 3 équipes. On a parlé de Ferrari, de Mercedes qui ont eu des problèmes. On a parlé un petit peu de Red Bull qui a dominé ce week-end à Bahreïn avec la pole position, la victoire, le meilleur tour, 100% des tours menés, etc., etc. J'aimerais parler d'une autre déception, Fernando Alonso. Qu'est-ce qui s'est passé pour Fernando Alonso, qui pourtant, en qualification, avait un excellent rythme, qui s'était mis du coup 6e, si je dis pas de bêtises. Début de la course, ça se bat un petit peu avec les McLaren, ça se fait doubler par Norris, etc. Tu te dis pourquoi pas, c'est le jeu, etc. Et là, Fernando Alonso a disparu d'un point de vue rythme de course. Alors, déjà, il y a 2 choses qui me terrifient. De 1, la stratégie d'Aston Martin. Qu'est-ce que c'était que cette stratégie de pousser Fernando Alonso sur le 2e relais super loin jusqu'à 15 tours de la fin et de lui remettre des hards? C'est-à-dire que si vous alliez remettre des hards, autant le faire rentrer plus tôt afin qu'il ne se fasse pas undercut de la sorte. Parce que là, Alonso ressort derrière Guan Yu Zhou, il ressort 12e. Le pauvre doit remonter, il se retrouve à 15 secondes d'une mec devant. La stratégie, je la trouve catastrophique. Alors peut-être qu'ils avaient plus de pneus soft, c'est vrai. Mais je ne comprends toujours pas le plan. Alors, est-ce qu'on attendait une safety car? Est-ce qu'on attendait une VSC, un red flag peut-être pour rentrer au stand? Je ne sais pas. En tout cas, Alonso était immobile, se faisait doubler par absolument tout le monde et ne pouvait rien faire de toute façon avec des pneus extrêmement usés. Et de 2, je ne comprends pas le rythme de l'Aston Martin. L'Aston Martin qui, en essai hivernaux et même pendant les FP1, FP2, FP3, avait un très bon rythme, matché avec Mercedes, Ferrari, McLaren. C'était dans le jeu. Là, samedi, Alonso, il était nulle part. Il avait aucun rythme. Alors du coup, je sais pas si c'est juste parce que Bahreïn, voilà, c'était un mauvais Grand Prix pour Aston Martin. L'année dernière, c'était pas le cas. Moi, j'ai ma théorie, et là, je vais pas rassurer les fans d'Alonso, mais pour moi, l'année dernière, le début de saison de Fernando Alonso, il a été, entre guillemets, mis en avant par les contre-performances et de Ferrari et de Mercedes, et du fait que McLaren était très très loin, quasiment au fond de la grille. Là, cette année, devant Fernando Alonso, vous avez les 2 Red Bull, vous avez les 2 Ferrari, vous avez les 2 Mercedes, vous pouvez rajouter les 2 McLaren. Vous voyez que c'est compliqué en fait. Si Alonso veut faire un podium, il va vraiment falloir que l'Aston Martin performe, et il va vraiment falloir ramener des upgrades sur cette voiture. J'en ai parlé au début de la course, mais du coup, Stroll est reparti 20e au premier virage, et derrière, Alonso se retrouve, certes devant Stroll à la fin de la course, mais Alonso se retrouve au même niveau que son coéquipier qui, lui, s'est fait catapulter au premier tour. Donc il y a clairement une balance, en fait, chez Aston, où vraiment Stroll est remonté, Alonso est descendu au fur et à mesure de la course, et on retrouve les 2 voitures quasiment en même position, donc comme quoi, je pense que c'est pas tellement Alonso qui a fait une mauvaise course, je pense que c'est Aston Martin. Je vous vois venir dans les commentaires, vous allez me dire « Ouais, mais McLaren, ils ont pas fait une course exceptionnelle non plus, et t'en parles pas. » McLaren, je trouve que la course est correcte, en fait. McLaren, on rappelle, leur voiture, elle est pas encore finie d'être développée, il manque encore beaucoup de pièces qui vont arriver pendant la saison, et je trouve que McLaren a fait une course correcte. Un pilote termine devant Lewis Hamilton, l'autre termine juste derrière. Ils ont eu un bon rythme, c'était respectable, c'était plus ou moins ce qui était annoncé pendant les free practice du Grand Prix de Bahreïn. Donc McLaren, ça me choque pas tant que ça. Alors qu'Aston Martin, moi je vous le dis, j'ai vraiment été déçu de la course d'Aston Martin. Bon, vu qu'on est sur les déceptions, j'ai l'impression que c'est un peu le sujet de ce Grand Prix de Bahreïn. On est tous déçus de la course, la première course de la saison. On va forcément parler d'Alpine. On va forcément parler du fiasco, il faut le dire très clairement, de cette première course. Alors on vous prépare une vidéo là-dessus pour vous expliquer réellement ce qui se passe en interne et pourquoi Alpine
se retrouve au final avec peut-être la pire voiture de ce début de saison 2024. Ça arrivera la semaine prochaine. Abonnez-vous, activez bien la cloche. Alpine a donc officiellement, voilà, on peut le dire, Alpine a donc officiellement la pire voiture de cette saison 2024. Dernier en séance de qualification, dernier en course, parce que bon, derrière eux, ils ont Hülkenberg qui a changé d'aileron au premier tour et Bottas qui a fait un pit stop de 1 minute, ça compte pas. Alpine, honnêtement, il y a quasiment rien qui va aujourd'hui. Alors je vais essayer d'être un petit peu rassurant pour tout le monde. Je pense que c'est une mauvaise passe et je pense qu'Alpine va vite se relever entre guillemets de ce mauvais scénario, de cette mauvaise situation. Mais c'est vrai que là, la voiture n'est pas performante, clairement, trop lourde. La dégradation des pneus est trop importante. Elle se comporte très mal, elle n'est pas stable. En fonction des tours, elle se comporte pas de la même façon. Derrière, il faut quand même le souligner, mais il y a encore quelques erreurs sur l'opérationnel. On pense par exemple à la Q1 où on fait sortir les deux pilotes trop tard. Du coup, les deux pilotes n'ont pas le temps de faire leur outlap, de chauffer les pneus correctement. Gasly commence son dernier tour en dernier sur la piste avec Perez devant lui. Vous voyez, c'est encore brouillon, mine de rien, chez Aston Martin. Et déjà que la voiture ne performe pas, je suis désolé, mais là, il va falloir être irréprochable sur l'opérationnel, que ce soit les pit stops, les sorties, les tours de sortie, etc. Il va vraiment falloir faire aucune erreur pour maximiser le peu de performance qu'il y a. Encore une fois, je tiens à le rappeler, Alpine l'avait dit que la voiture, dès le début de saison, serait pas bonne. Donc, il va falloir espérer qu'il y ait une sorte de McLaren 2023 be-like, entre guillemets, espérer que McLaren ait inspiré Alpine et qu'Alpine puisse remonter. Je vois mal Alpine aller chercher Aston ou quoi, mais bon, au moins remonter 6e au constructeur, ce serait déjà la moindre des choses, je pense. Je tiens encore à le rappeler, mais les écarts sont extrêmement faibles cette année, surtout dans le midfield. Entre Stake, Williams, Haas, Alpine, du coup, c'est extrêmement serré. Et du coup, il suffirait de quelques améliorations pour Alpine qui fonctionneraient assez bien, que ce soit en qualif ou en course. Quelques petites upgrades sur le fond plat, sur les ailerons, pour essayer de bosser la dégradation des pneus. Vous voyez, quelques petits détails qui pourraient rapidement, au final, les faire remonter au classement. Donc c'est pour ça que je suis pas trop inquiet non plus de mon côté. À noter aussi du côté de chez Alpine, encore une fois, là au moment où je tourne cette vidéo, on a appris du coup la démission de Matt Harman, directeur technique de chez Alpine, et Dirk De Beer qui lui était le responsable aérodynamique du projet A524. Donc au final, les deux personnes qui nous ont pondu un petit peu cette bouse, on va dire, ont donc été... alors ils n'ont pas été licenciés, ils ont posé leur démission. On a appris avant le week-end que pas mal de personnes chez Alpine allaient démissionner apparemment au début de la saison. Donc encore une fois, ça crée un flou, ça crée une réorganisation durant la saison. C'est pas le meilleur environnement pour travailler pour Alpine. Mais bon, on part du principe qu'au moins, ils vont pouvoir recruter de nouveaux ingénieurs, un nouveau directeur technique et peut-être repartir enfin sur de bonnes bases. Et pour finir ce récap, on va bien évidemment parler de VCARB. Alors Visa Cash App RB F1 Team, Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo qui nous ont animé les 5-6 derniers tours, je crois, du Grand Prix de Bahreïn. Yuki Tsunoda se battait avec Kevin Magnussen pour la 12e position, donc pas de points malheureusement à la clé. Il était à moins de 5 dixièmes et il tentait un dépassement depuis quelques tours. Et Daniel Ricciardo, lui en pneu soft, est revenu à la hauteur de Tsunoda. On lui a gentiment demandé de laisser passer Daniel Ricciardo, histoire que Ricciardo avec des pneus tendres face à des pneus hard puisse dépasser la Haas. Pas de chance, Yuki Tsunoda a tardé un petit peu à laisser passer son coéquipier, ce qui fait qu'au moment où Ricciardo double Tsunoda, c'est le même moment où Verstappen arrive derrière les deux Visa Cash App RB. Et donc du coup, les deux coéquipiers perdent 2 secondes sur Kevin Magnussen. Ricciardo revient dans le dernier tour, impossible de doubler Kevin Magnussen. Et Daniel Ricciardo du coup termine devant Yuki Tsunoda en 12e position. Frustration du côté du pilote japonais qui, à la fin de la course, après le drapeau à damier, est venu à la hauteur faire on va dire un dépassement un petit peu agressif sur Daniel Ricciardo en bloquant sa roue. D'ailleurs, le moteur Honda n'a pas dû apprécier ce que Tsunoda a fait parce que passer de la 4e à la première aussi vite, je pense que le moteur a pas kiffé. Et du coup, ouais, comportement peut-être un petit peu immature. En tout cas, c'est comme ça que Ricciardo l'a appelé en interview. Il trouvait que Yuki Tsunoda avait pas eu un comportement mature au vu de ce qui s'est passé sur la fin de course. Pour vous donner des détails, c'était un plan qui avait été discuté en plus en amont par l'équipe. Daniel Ricciardo allait finir en pneu tendre et on allait demander à Yuki Tsunoda de laisser passer Daniel Ricciardo en fin de course. Donc au final, pas comme si Yuki Tsunoda ne le savait pas, c'était prévu avant même le départ de la course. Je peux comprendre honnêtement la frustration de Yuki Tsunoda. Je défends pas forcément ce qu'il a fait après le drapeau à damier, c'est un petit peu immature justement, c'est enfantin très clairement. Mais je peux comprendre la frustration, c'est-à-dire que là, on fait passer Ricciardo pour une P12. Ricciardo aurait au moins pu lui rendre la place, je suis désolé, dans le dernier virage, voilà, tu doubles pas Magnussen. Pour une P12, vas-y, bon bah repasse, tant pis, j'ai essayé. Là, pour le coup, je trouve que c'est pas la meilleure façon de commencer la saison pour ses coéquipiers. Il va forcément y avoir une guerre d'ego entre les deux. Ricciardo veut prouver qu'il est le leader de chez Visa Cash App Red Bull, enfin RB, pardon, Racing Bulls.
il va forcément vouloir prouver qu'il mérite un baquet chez Red Bull, justement. Et de l'autre côté, Tsunoda va vouloir prouver qu'il est pas si mauvais et qu'il peut battre un pilote du calibre de Ricciardo. Donc attention à ces deux-là, la saison commence très très fort du côté de chez RB et je pense qu'il va vite falloir les calmer, sinon ça pourrait très très vite tourner en drame entre les deux coéquipiers. Bon voilà, pour le récap de ce Grand Prix de Bahreïn, voilà un petit peu ce qui s'est passé et les points forts à retenir. Du coup, victoire de Max Verstappen avec le meilleur tour devant Sergio Perez et Carlos Sainz. Charles Leclerc termine 4e quand même de ce Grand Prix. Avec les problèmes qu'il a eu, ça reste quand même une belle performance. Devant George Russell et Lando Norris, Lewis Hamilton 7e devant Oscar Piastri et les deux Aston Martin complètent du coup le top 10. Pas de surprise honnêtement sur ce top 10. Je pense qu'on va retrouver à quasi tous les Grands Prix. Je vous le dis, mais honnêtement, je pense qu'on va retrouver ces 5 équipes quasiment à chaque fois. À noter, 0 abandon sur la première course de cette saison 2024. Et c'est la première fois de l'histoire en Formule 1 que la première course de la saison n'a aucun abandon. On n'était pas loin avec le pit stop de Valtteri Bottas qui a duré 1 minute. Logan Sargent qui s'arrête sur la piste, ça aussi c'est terrifiant, hein. La break balance qui est passée à plus 45 vers l'avant. Je pense que Logan Sargent a dû se chier dessus, il avait absolument rien touché sur le volant, la voiture s'est arrêtée coup net. Bref, c'est quand même un fait assez historique d'avoir aucun abandon du coup sur cette première course, donc voilà, petite statistique. Et au niveau du classement constructeur, on retrouve donc forcément Red Bull avec ce doublé, 44 points devant Ferrari, Mercedes, McLaren et Aston Martin. Et derrière, 5 autres équipes qui n'ont pas marqué de points, Sauber, Haas, RB, Williams et Alpine, bonne dernière pour l'instant, en espérant que ça bouge assez rapidement et qu'on puisse les voir remonter un petit peu au classement. Je vous l'ai dit en début de vidéo, à chaque fin de récap, je vais vous donner ma note du Grand Prix. Il y aura un lien dans la description pour que vous puissiez vous mettre une note sur 20 à ce Grand Prix. Je vais être peut-être un petit peu dur, mais pour moi, on est sur un 10,5. Voilà, je donne la moyenne et honnêtement pas plus. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu énormément de batailles, on n'a pas eu énormément de dépassements, on n'a pas eu des stratégies extrêmement intéressantes non plus, c'était toutes les mêmes stratégies en parallèle. Et pour moi, il y a un gros problème que je pense qu'on va avoir en 2024, c'est la convergence des performances. Alors oui, en qualification, on a 4-5 voitures en moins de 5 dixièmes, c'est extrêmement serré, ultra intéressant, pas de souci. Mais du coup, quand on arrive en course, et bien au final, toutes les voitures du top 10 ont le même rythme. Et donc c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y en ait une qui perde un petit peu de terrain, qui perde le DRS, après c'est impossible pour rattraper la voiture devant vous parce que vous avez le même rythme en fait. Vous avez la même perfo, vous faites les mêmes temps autour, et donc du coup, j'ai peur qu'avec toutes ces voitures qui ont quasiment le même rythme, on n'ait quasiment aucune bataille. Je suis désolé, mais sur ce Grand Prix de Bahreïn, si on prend le peu de dépassement qu'on a eu dans le top 10, Charles Leclerc se fait doubler par Russell, Perez et Sainz à cause des problèmes de frein. Russell se fait doubler par Perez et Sainz à cause des problèmes moteurs. Et derrière, Lewis Hamilton remonte sur Alonso, va doubler Piastri à la sortie des stands parce que Piastri fait une erreur. Mais voilà, on n'a pas eu beaucoup d'actions et j'ai peur qu'on retrouve ça malheureusement sur plusieurs Grands Prix cette année. Donc ce sera à surveiller, on en reparlera si c'est le cas, vous inquiétez pas. Dites-moi si vous trouvez que je suis un petit peu trop dur avec mon 10,5 sur 20, honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup mieux pour une première manche, mais c'est pas grave, il en reste encore 23 et on aura le temps d'avoir des bangers sur cette saison 2024. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis, vous, du coup, sur ce Grand Prix de Bahreïn. J'espère que ce format vous plaira. Vous pourrez le retrouver, du coup, chaque lendemain de Grand Prix. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas rater le récap du Grand Prix de Jeddah qui arrivera donc la semaine prochaine, dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis faites attention à vous. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.